Salut à tous, encore très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame qui a fait d'un problème de société sa profession. Elle est inventeur biologiste et directrice d'un cabinet de soins capillaires. Elle est la première ivoirienne à avoir obtenu un brevet d'invention en France dans le domaine capillaire. Leitmotiv avec Marie-Josée Fenouil, c'est tout de suite après la pub. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooyee Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Madame Fenouil, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Alors, vous êtes l'une des rares femmes à avoir été à la tête de l'association des inventeurs ivoiriens. Vous êtes biologiste, spécialiste dans l'étude microscopique du cheveu et diplômée de la faculté des sciences de Nice en France. Oui. Alors, pour commencer cette émission, quel a été votre cursus scolaire? Mais écoutez, j'ai fait mon cycle secondaire, le début du cycle secondaire à Notre-Dame du Plateau. Et puis ensuite le lycée classique où j'ai obtenu mon baccalauréat AD, série scientifique. Et puis ensuite, voilà, je suis allée à la faculté des sciences de Nice. Alors, c'est pendant vos études universitaires que vous décidez de faire de la biologie. Dans un premier temps, parce que vous aviez des problèmes avec vos cheveux. Expliquez-nous pourquoi ce choix. Alors, au départ, je voulais faire de la biologie, de la recherche fondamentale. Et en fait, je me suis dirigée vers la recherche capillaire parce que, comme vous avez dit vous-même, pendant que je faisais mes études à la faculté des sciences de Nice, j'avais une chute de cheveux. Et comme j'avais la connaissance en chimie et en biologie, je me suis mis à chercher dans les pharmacies des produits qui pouvaient stopper ma chute. Et puis comme je ne trouvais pas, et puis je me suis dit, bon, c'est vrai, les Européens n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Nous avons le même type de bulbe, la différence ce sont les cheveux, mais les produits sont adaptés à leurs cheveux. Donc je me suis mis à faire un produit, au début par amusement, et puis bon, voilà, et c'est tombé sur un produit adéquat. À cette époque, y avait-il plusieurs femmes dans cette branche dite pour hommes? Quand vous dites pour hommes, oui, on le dit au niveau de l'Afrique, mais au niveau de la fac de sciences, il y avait autant d'hommes que de femmes, mais effectivement, j'étais la seule africaine. Déjà même à la faculté des sciences de Nice, dans ma session, nous étions, je me rappelle, 3. Un Togolais, un Camerounais et moi la seule noire africaine ivoirienne. Voilà. Et vos parents vous ont suivi dans ce choix? Ils n'ont pas critiqué? Oh non, c'est-à-dire, bon, mon père était déjà décédé, ma mère était un peu, je dirais, ahurie parce qu'elle me dit... Biologiste, c'est pas un métier commun non plus. Voilà. Et ensuite, biologiste, elle a accepté. Mais après, quand je me suis lancée dans la recherche des soins capillaires, elle dit, mais elle est allée en France pour s'occuper des cheveux. Bon, ben, après, quand j'ai eu le brevet d'invention, elle a compris que, bon, tout est bon. L'essentiel, c'est de faire les choses avec excellence. Voilà, et de faire ce qu'on aime surtout. Voilà, de faire ce qu'on aime. Alors, comment se sont passées ces années de formation et d'apprentissage? Alors, je vais vous dire, normalement, les soins capillaires, cette branche, je vais dire, nous ne sommes même pas nombreux. Même au niveau de la France, il y a 2 ou 3, parce que une chose est de fabriquer des produits et une chose est d'aller vraiment dans la science du cheveu. Donc, je vous dirais, après
ma licence, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Hein. On passe quelques années et j'ai eu la chance justement d'être formée par la meilleure spécialiste en soins capillaires, Hélène Clouderer. Ah, formidable, voilà. Formidable. Alors, les années passent, après votre formation, vous allez créer un produit qui sera breveté en France et vous devenez ainsi la première Ivoirienne à obtenir un brevet d'invention en France. Racontez-nous cette étape de votre vie de chercheur. Alors, je dirais la vie de chercheur, j'aime bien faire la différence parce que quand on dit chercheur, bon, en France, quand on dit chercheur, c'est dans un laboratoire. Effectivement, j'ai travaillé dans un laboratoire en stage, hein, notamment à l'hôpital Princesse Grâce de Monaco. Mais je me suis dit, je n'étais pas faite pour ce genre de recherche. Donc, en fait, la recherche que j'ai faite, c'est pour ça que ça va dans le domaine de l'invention, parce que ce n'est pas la recherche en tant que telle dans un laboratoire. C'est une recherche que quelqu'un fait, je veux dire, dans sa maison. Vous bougez aussi, parce voilà, que oui, on bouge. Vous allez à la recherche de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. On teste des matières premières et on appelle ça la recherche de manière individuelle et qui amène justement à un brevet d'invention. Alors, Madame Fenouil, j'imagine que être la première Ivoirienne à obtenir un brevet d'invention en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment ça se passe? Alors, racontez-nous un peu toutes les étapes que vous avez à franchir pour pouvoir avoir enfin votre brevet d'inventeur. Effectivement, parce que beaucoup de gens racontent des choses, mais pour avoir un brevet d'invention, d'abord, il faut aller à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national pour la protection industrielle en France. Voilà, vous déposez votre formule et puis il ne suffit pas de déposer votre formule parce que vous aurez pu copier la formule quelque part et tout. Il faut vérifier, il faut que les gens fassent des recherches. Des recherches, donc on vous pose des questions et ensuite ils font la recherche par ordinateur pour voir si cette formule déjà n'existe pas, si vous n'êtes pas allé copier en Asie, aux États-Unis. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Justement, donc ça met du temps avant qu'on vous l'accorde. Exactement, vous avez tout compris, c'est-à-dire pour vous protéger, on vous demande de déposer votre formule, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe solo. Et puis une fois que vous avez déposé l'enveloppe solo, ça permet à quelqu'un d'autre de ne pas déposer la même formule et on met 18 mois, donc 1 an et demi, c'est-à-dire vous pouvez exercer, mais pendant 1 an et demi, ils ont le temps de faire toutes les recherches. Et une fois que c'est confirmé, maintenant on vous donne le brevet d'invention et là vous êtes protégé définitivement. Eh bien, dis donc, pendant 18 mois, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous pouvez exercer, hein, mais seulement dès lors qu'on s'aperçoit que quelqu'un a déjà la formule, on vous dit d'arrêter. Alors, comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Oh, moi, non, je n'avais pas trop d'inquiétude, parce qu'étant donné que j'avais fait ces recherches sur l'argile rouge, je savais qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites sur l'argile verte, notamment pour les soins du visage, mais l'argile rouge, j'étais persuadée que, bon, personne n'y avait pensé, mais il fallait quand même faire la recherche. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Madame Fenouil, sur quoi portait votre invention? Voilà, c'est une très bonne question parce que les gens ont tendance à ne pas faire la différence entre une invention et une innovation technologique. En fait, on parle de brevet d'invention quand vous êtes la première à démontrer quelque chose. Moi, en fait, j'ai eu ce brevet d'invention parce que j'étais la première à démontrer qu'on pouvait traiter les cheveux avec l'argile rouge. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient faire un produit avec l'argile rouge, il faudrait que ça soit, par exemple, moi, voilà, il faudrait que ça soit l'argile rouge, mais en ayant mis d'autres éléments essentiels pour nourrir le cheveu. Donc, en fait, la personne, on va dire qu'elle a fait une innovation technologique. Mais on ne pourra pas dire qu'elle a fait une invention. L'invention, c'est Madame Fenouil parce qu'elle a utilisé... En fait, c'est vous qui avez découvert. Qui a découvert qu'on pouvait traiter les cheveux avec l'argile rouge. Quelqu'un d'autre qui fait en faisant une formule supérieure à la mienne, ça serait une innovation technologique. D'accord, ok. Ah ben là, on comprend mieux, effectivement. Alors, généralement, nous parlons d'argile verte, comme vous l'avez dit, pour les soins de visage. Comment vous avez pensé justement à cette argile rouge? Pourquoi l'argile rouge? Parce que en fonction de mes études, étant donné que j'ai fait quand même de la biologie, de la chimie, aussi de la géologie, l'argile rouge a des éléments comme par exemple le fer, hein, qui est très bon pour les cheveux. Et surtout, l'argile a la possibilité... quand on met sur les cheveux, ça fait un masque et les éléments nutritifs que j'ai mis dedans, hein, on ne peut pas tout dire, vous dire. Justement, cette argile, en séchant les cheveux, va restituer les éléments nutritifs dans le cuir chevelu.
D'accord. C'est cette même argile rouge qu'on prend pour faire les maisons ici en Afrique? Je dirais... Ou alors il y a plusieurs types d'argile? Il y a plusieurs types d'argile. Hein. Même l'argile rouge que j'utilise peut être faite pour les maisons, mais seulement pour la cosmétique, il faudrait que ça soit débarrassé des impuretés et que ça soit démontré que ce n'est pas nocif pour l'utilisateur. Ah d'accord, ok. Et c'est une argile rouge que vous prenez où? Dans quel pays? En Afrique ou alors en Europe. En Europe, voilà, c'est dommage, nous avons l'argile, toutes sortes d'argiles en Afrique, comme je dis, mais nous avons beaucoup de matières premières, mais nous ne savons pas les transformer. Oui, c'est toujours ça notre problème en Afrique. Vrai problème. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de se tourner vers les pays européens ou asiatiques. Voilà. Ou même si ici un jour on décide de faire une usine pour fabriquer mon produit, tant que l'argile n'est pas débarrassée des impuretés, on sera obligé d'utiliser l'argile d'Europe. Bien sûr. Voilà. Alors à partir de ce moment, est-ce que vous vous dites que ce sera facile pour commercialiser ce produit? Quelles ont été les difficultés que vous avez connues à cette période? Alors moi je me suis dit que ça serait facile à commercialiser. D'abord parce que c'était la première fois qu'on faisait un produit adapté aux Africains, pour les Africaines. Mais en fait, je rêvais. Quand je dis je rêvais, c'est-à-dire... Une fois que j'ai fait ce produit, j'aurais dû commencer à le faire en Europe. Parce que venir en Afrique, d'abord, comme vous avez dit, il n'y a pas d'argile nécessaire pour ce genre de produit. Et ensuite, que dirais-je? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en Afrique. D'abord, il fallait faire de la sensibilisation, faire comprendre aux Africaines que entretenir les cheveux, c'était important parce qu'elles ont l'habitude d'entretenir la peau et pas les cheveux. Et ensuite, nos autorités n'ont pas compris immédiatement l'aspect scientifique de ce que je faisais. Hein, voilà, parce que pour eux, les cheveux, mais ils ne savent pas que tout a un aspect médical. Il y a des fois, j'étais obligée d'expliquer à des gens, mais ce n'est pas de l'esthétique. Je leur dis, ah oui, voilà, je dis quand vous allez acheter un produit en pharmacie, c'est pas de l'esthétique. Voilà. Même de la parapharmacie, il y a toujours un peu de médical. Et voilà, hein, il faut veiller à ce que ça ne soit pas nocif pour l'utilisateur. Et surtout, votre question permet de dire que quand on fait quelque chose, on a beau dire, on se plaint que la diaspora ne vient pas, mais je dis c'est toujours mieux de commencer en Europe parce que là, j'ai perdu près de 15 ans. Et puis bon, je ne suis pas au bout de mes peines. Oui, mais bon, de toute façon, vous êtes encore jeune et vous avez encore beaucoup de choses à prouver et à faire, de toutes les façons. Oui. Parce qu'en tant qu'inventeur, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez continuer et je pense que vous auriez encore d'autres opportunités. Alors, à cette époque, quels ont été les faits marquants de votre vie d'entrepreneur et d'inventeur? Les faits marquants d'entrepreneur, moi je dirais... j'ai bien aimé le fait que j'ai démarré mon activité en tant qu'entrepreneur au niveau du Burkina Faso, parce que mon mari travaillait, il était fonctionnaire international. Et au niveau du Burkina Faso, vraiment, on met tout à la disposition des entrepreneurs. Hein, je vous donne par exemple un exemple. J'avais une petite unité de fabrication. Et je faisais beaucoup de publicité à la télévision, mais la publicité que j'ai faite était tellement marquée sur l'aspect scientifique, tellement visible. Au niveau du Burkina Faso, ils ont cru que c'était une grande industrie. Donc, quand les impôts sont venus faire une inspection et qu'ils ont vu cette petite entreprise, ils m'ont félicité, ils m'ont encouragé et je dirais, on a mis tout à ma disposition pour que je sois à l'aise. Ce qui est le cas contraire au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire, mais je trouve qu'il n'y a pas l'incitation pour encourager les gens. Dans ce sens. Voilà. En fait. Moi, étant donné que j'avais fait une petite unité au niveau du Burkina Faso, qu'ils ont vu comment je me débattais, ils étaient prêts à me cautionner pour qu'au niveau de l'ONUDI, on puisse faire l'industrie. Mais bon, c'est un choix, j'ai décidé de revenir au pays. Voilà. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. À partir du moment où vous avez ce brevet d'inventeur avec vous, vous commencez justement à fabriquer ce produit. Oui. Vous faites combien de temps en France avant de partir? 1 an et demi, puisque après quand j'ai eu le brevet d'invention, bon,
J'ai beaucoup voyagé avec mon époux, mais je voudrais vous dire une difficulté pour que les autres inventeurs sachent. Quand on a un brevet d'invention déjà, c'est difficile parce que le temps d'arriver au brevet d'invention, on dépense beaucoup d'argent. Maintenant, il y a 3 possibilités. Vous pouvez vendre votre brevet d'invention, vous pouvez faire une licence avec une société et vous pouvez l'exploiter vous-même. Moi, j'ai décidé d'exploiter moi-même. C'était ça, moi, je dirais, mon erreur. Mon erreur, effectivement, parce que d'abord, il faut avoir les moyens. Et puis, quand c'est en Europe ou ailleurs aux États-Unis, on peut vous aider. Puis, vous avez tout de suite un partenariat. Mais en Afrique, je veux dire... Il y a peut-être des subventions. Des subventions, voilà. Ça. Même pas des subventions. Moi, j'appelle ça... On met tout à votre disposition, pas forcément des subventions, mais on met tout à votre disposition. Pour évoluer dans le bon sens. Voilà, pour évoluer dans le bon sens. En Afrique, il y a un vide. C'est vrai qu'il y a l'OIPI, l'Organisation de la propriété intellectuelle, qui est devenue maintenant industrielle. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'incitation et nos gouvernants n'ont pas pris la mesure de ce que c'est qu'un brevet d'invention. Et Voilà. vous payez, donc vous devez payer quelque chose par rapport à ça? Ah oui, c'est-à-dire, c'est pour ça l'inventeur au départ se retrouve seul. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre brevet d'invention, que vous déposez, vous devez payer ce qu'on appelle les droits de brevet d'invention pour que vous soyez protégé. Oui. Parce qu'en Europe comme aux États-Unis, c'est tout un système. Bon, même si c'est l'État qui a créé, vous devez payer chaque année. Bon, moi, je vous fais l'équivalent à peu près. Au fur et à mesure, ça diminue. Mais les 5 premières années, vous devez payer au moins entre 500 et 600 000 francs par an. Voilà. Au niveau de l'Afrique, ils ont fait un petit effort. Il y a une subvention de, je dirais pas de l'État, de l'OIPI qui vous permet, mais après, je veux dire, ça reste là. Oui, il n'y a rien de concret. concret. Oui, pour Voilà. avancer, pour continuer. Parce qu'après avoir dépensé quand même tout ça pendant 5-6 ans. Voilà. Je veux dire, Chaque année, vous payez et puis vous ne voyez pas l'issue. Oui. Et le temps de commercialiser vos produits, je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. évident. Alors, Madame Fenouil, je vous Oui. propose de revenir sur votre parcours juste après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine? Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes de retour avec Madame Marie-Josée Fenouil, l'une des rares femmes à avoir été à la tête de l'Association des inventeurs de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes biologiste spécialiste dans l'étude microscopique du cheveu et diplômée de la faculté des sciences de Nice en France. Votre parcours a été tout sauf un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il vous est arrivé par moments d'avoir des doutes et de vouloir tout abandonner dans les moments difficiles? Oui, surtout il y a à peu près 1 an, 2 ans, où j'ai mobilisé des partenaires. Nous avons fait fabriquer mon produit en France par un laboratoire, vraiment selon les normes internationales. Arrivé à Abidjan, bon, c'est vrai, j'ai eu l'appui des pharmaciens, mais je trouve qu'il n'y a pas eu des mesures, toujours comme je dis, incitatives. Déjà, pour avoir un brevet d'invention, ce n'est pas facile. Un entrepreneur déjà qui fait une société, c'est compliqué, mais quand c'est basé encore sur un brevet d'invention, je pense qu'on doit pouvoir laisser les personnes souffler pendant 2 ans. Oui, leur faciliter un peu la faciliter la sans tâche. pour autant être pressurisé à gauche, à droite, par les taxes, par les impôts, voilà. Parce qu'on n'a même pas le temps de faire connaître le produit qu'on est déjà essoufflé. Non, mais c'est dommage parce que ça n'encourage pas justement la jeunesse à vouloir aller dans ce domaine. Non, franchement, ça n'encourage pas. Et même la plupart de ceux que je connais, ils sont restés en France. C'est vrai que moi, je me suis dit, je vais venir au pays. C'est vrai, j'ai eu des prix. Partager, voilà, faire profiter un peu voilà. aux Africains. Mais créer vraiment une entreprise, je vous dis,
ce n'est pas facile, d'autant plus quand c'est un inventeur. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mesures incitatives. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas abandonné, mais j'ai tout arrêté, j'ai fermé la société. Et puis, bon, c'est dommage pour moi et mes partenaires, mais on est confiants et on se dit que c'est dommage parce que maintenant, on traite au niveau de l'international. D'accord. Alors, quel a été votre leitmotiv tout au long de votre parcours professionnel? Je suis fière d'avoir pu aider, je veux dire, un phénomène de la société, je dirais, africaine. Voilà, résoudre le problème des cheveux des Africaines et qui ne sont jamais satisfaites et qui veulent paraître. Moi, je trouve que c'est dommage en mettant des faux cheveux. Au lieu de faire ça, il faut qu'elles entretiennent leurs cheveux. Tout à fait. Comme je dis tout le temps, elles s'occupent de leur peau et pas de leurs cheveux. Mais je pense qu'il faut faire de la sensibilisation parce que je pense que c'est faute d'informations et de connaissances que nous, les Africaines, effectivement, on n'essaie pas de faire au mieux pour nos cheveux. Parce qu'on nous propose des défrisants, on nous propose des couleurs, on nous propose ceci ou cela. Mais en même temps, on ne nous dit pas, si vous faites ça, il faut faire ça. Oui, il y a la sensibilisation. Parce que les défrisants, ça agresse. Oui. Les colorations, ça agresse. Oui. Mais après, il n'y a pas les mesures d'accompagnement aussi prises par ces personnes qui vendent ces produits. Parce qu'on doit savoir en Afrique qu'il faut entretenir le cheveu, il faut faire des bains d'huile, il faut faire tout ça. Mais je dis aussi, quand l'information ne vient pas vers vous, il faut aller vers l'information. Bien sûr. Voilà, moi je trouve que les Africaines ne vont pas vers l'information. Et moi j'ai fait quand même... On aime la facilité. On aime la facilité. J'ai fait 10 ans de sensibilisation. Et celles qui ont écouté aujourd'hui, elles comprennent. Mais c'est vraiment... Et vous continuez d'en faire tous les jours? Je continue d'en faire tous les jours. Parce que même quand vous rencontrez des gens dans la rue, c'est une déformation professionnelle. Exactement. Mais je trouve que c'est dommage. L'Africaine ne comprend que quand maintenant il y a des dégâts. Ça, il faut le dire. Oui, mais les dégâts, des fois, ils sont catastrophiques. C'est catastrophique, mais je dirais pas, elle le mérite. Mais quand on vous parle, que vous ne voulez pas comprendre, écouter et que vous voulez toujours faire ce que vous voulez faire pour être belle, je dis non. Oui. Pour paraître. On aime paraître. Ça, il faut le dire. Les Africaines aiment paraître, qu'elles s'acceptent comme elles sont. Voilà. Alors, pour revenir à votre métier d'inventeur, les mauvaises langues en Afrique disent qu'on connaît plus de chercheurs qui cherchent que de chercheurs qui trouvent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ceux qui disent ça, c'est devenu une réalité, mais ce n'est pas une réalité. En fait, on ne met pas les chercheurs en exergue. Donc, on croit qu'il n'y a pas de gens qui ont trouvé, il n'y a pas d'inventeurs, parce qu'on ne les met pas en évidence. Oui. Ils sont cachés, on ne parle pas d'eux. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. On préfère mettre en exergue les footballeurs, les danseurs. Oui. Si on faisait de même avec les inventeurs, les chercheurs, on saurait qu'en fait, il y a beaucoup d'Africains qui trouvent. Mais quelquefois, ce sont les Européens et les Américains qui utilisent justement ces inventions-là. Oui, parce qu'ils trouvent, mais ils n'ont pas de moyens pour pouvoir mettre en valeur leurs connaissances et leurs trouvailles. Oui, mais ils n'ont pas les moyens. Un État est là pour quoi? Voilà, justement. L'État n'est pas là pour forcément construire les entreprises pour ces personnes-là, mais mettre les moyens à la disposition de ces personnes-là pour qu'on les voit. C'est ce que moi je dis toujours. Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui ont inventé parce que vous ne les mettez pas en exergue. Et puis, est-ce que vous faites de telle sorte qu'ils soient des exemples? Il n'y a aucun accompagnement. Aucun encadrement, aucun accompagnement. Voilà. Effectivement. Mais bon, je pense qu'au fil des années, et j'espère qu'ils comprendront que c'est très important. Il ne faut pas baisser les bras, Madame Fenou. Non, je ne baisse pas les bras, mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas répéter. Ça fatigue, je suis d'accord avec vous. En tout cas, Madame Fenouille, vous êtes la preuve même que les chercheurs trouvent, mais n'ont malheureusement pas de mesures d'accompagnement à leur portée. Oui, j'espère que ça va venir. J'espère. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Si vous deviez donner un conseil à tous ces jeunes qui négligent ce métier de chercheur ou de biologiste, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, il ne faut pas se décourager. Moi, j'incite les jeunes à être chercheurs. Ça nourrit son homme. Surtout quand on fait une belle trouvaille, comme dans l'exemple de Bill Gates, on peut devenir milliardaire. Et puis, pourquoi pas aider les autres chercheurs, inventeurs à aller de l'avant. C'est clair. Merci Madame Fenouille d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. Salut à tous, soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, l'émission qui vous fait découvrir l'histoire des personnes qui sont reconnues en tant que modèles de réussite.
J'ai bien dit? Non, pas d'accompagnement. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi consistait? Oui, sur quoi portait, c'est mieux. Parce Voilà. qu'à quoi consistait? Voilà. Sur quoi porter?